Alors là c'est pareil, il y a le mot spectre, mais faut pas s'inquiéter, je vais pas te demander de faire brûler de la sauge et d'interpréter les signes que tu pourrais voir dans la fumée. On va garder ça pour d'autres occasions. Sois le bienvenu. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième émission de la série Monde Parallèle, que j'ai appelée Modèle d'apprentissage. Donc dans l'émission précédente, on a posé les bases d'un travail sur soi que j'ai appelé travail mental, en essayant de donner une image fidèle des émissions à venir. Dans cette émission, aujourd'hui, je vais te proposer 3 modèles d'apprentissage. Le premier but, c'est que tu puisses l'appliquer directement à tes mathématiques, et te repérer un peu mieux sur la façon que tu as d'apprendre justement cette discipline. Et le deuxième but, qui est le but principal, c'est de l'appliquer au travail mental. Parce que si en mathématiques, tu peux avoir des repères, grâce aux notes, grâce aux exercices que tu arrives à faire, avec le travail mental, tu n'as rien de chiffré, tu n'as personne qui te met des appréciations, qui suit cette progression-là, et donc c'est à toi de te créer tes propres repères pour savoir si oui ou non tu progresses, et aussi comment progresser. Et je vais te proposer aujourd'hui 3 modèles pour que tu puisses justement accomplir cet objectif. Et enfin, pour terminer cette introduction, je vais te dire que ces modèles que je te présente aujourd'hui devraient te permettre de te focaliser sur les vrais problèmes. Parce que certains problèmes peuvent être réglés par une meilleure compréhension de l'apprentissage et de la performance, et d'autres encore sont tout simplement pas des problèmes, comme on va le voir un peu plus tard. Alors le premier modèle d'apprentissage que je vais te présenter aujourd'hui, c'est les niveaux de conscience. Alors t'inquiète pas, je vais pas te parler de troisième œil, je vais juste te présenter un premier modèle selon lequel tu pourras classer tes compétences. Le modèle est très simple, il y a 4 niveaux. Niveau 1, incompétence inconsciente. Niveau 2, incompétence consciente. Niveau 3, compétence consciente. Niveau 4, compétence inconsciente. Alors je vais te donner 5 exemples qui s'articulent autour de ces 4 niveaux de compétences. Par exemple, en mathématiques, il existe encore plein de thèmes dont tu n'as jamais entendu parler. Par exemple, l'analyse complexe. Là, tu es probablement au niveau 1, incompétence inconsciente. Ensuite, quand ton professeur vient de t'envoyer 50 pages en une semaine sur un chapitre que tu viens de voir, à moins que tu sois extrêmement fort en mathématiques, normalement tu vas au niveau 2, incompétence consciente. C'est-à-dire que tu sais très bien qu'il y a des choses que tu ne sais pas faire. Tu connais peut-être le nom même des techniques que tu ne sais pas encore mettre en œuvre. Ensuite, une fois que tu auras travaillé ton chapitre, tu passeras au niveau 3 qui est le stade de la compétence consciente. C'est-à-dire que en faisant des efforts, tu seras peut-être capable de calculer sans te planter un déterminant, de réaliser sans te planter un produit de convolution. Et enfin, au niveau 4, le chapitre sera complètement assimilé et tu pourras réaliser sans effort les raisonnements et mettre en œuvre les techniques de ce chapitre-là. Donc par exemple, si on revient très en arrière dans ta scolarité, probablement qu'aujourd'hui, réduire 2 fractions au même dénominateur, tu es probablement au niveau 4, compétence inconsciente. C'est-à-dire que ça te demande tellement peu d'efforts que tu n'as même plus forcément conscience d'avoir réalisé cette opération-là. C'est devenu un automatisme. Alors un deuxième exemple plus intéressant, cette fois je vais l'illustrer à l'aide de compétences mentales en mathématiques. Par exemple, il est possible que tu aies pu réaliser, suite aux émissions que j'ai pu faire, que tu étais frustré de tes notes, et qu'en fait la frustration des notes n'était due qu'à la perception que tu avais, et aussi à la signification, à l'importance que tu leur accordais. Eh bien, avant cette émission-là, tu étais probablement dans l'incompétence inconsciente, si tu étais frustré par ces notes. Tu n'avais même pas conscience que c'était quelque chose sur lequel tu pouvais travailler. Après cette émission-là, tu es sans doute passé dans le stade de l'incompétence consciente. C'est-à-dire que peut-être que avoir une mauvaise note, ça pouvait t'affecter quand même, mais que tu sais que c'est quelque chose qui se travaille, et que tu vas pouvoir devenir compétent là-dessus. Et c'est vraiment le but de cette série-là. Au niveau 3, quand on aura développé les techniques qui permettent de résoudre ces problèmes et de travailler vraiment sérieusement dessus, comme l'injection de logique par exemple qu'on verra dans la 4e émission, tu seras au stade de la compétence consciente. C'est-à-dire que ça te demandera quand même un effort de contrôler tes émotions de telle manière à ce qu'elles ne prennent pas le pas par exemple sur ta performance si par exemple tu te retrouves à devoir gérer de la colère en devoir surveiller. Et enfin, le 4e niveau, la compétence inconsciente, c'est que t'y penses même plus. C'est-à-dire que t'es capable de te prendre des cartons sans aucun problème, parce que la seule chose qui compte, c'est ce que t'auras appris de ce devoir surveiller, et pas le nombre tracé de manière vindicative sur ta copie. Encore un autre exemple, si tu veux, de mental en mathématiques. Le premier stade d'incompétence inconsciente, c'est que tu réalises que t'as raté ton DS, mais tu sais pas vraiment pourquoi, t'es encore dans l'incompétence inconsciente. Le deuxième stade, c'est que tu réalises qu'en fait, tu t'es salement acharné sur une question. Là, on passe dans l'incompétence consciente. Ensuite, au niveau 3, encore une fois, injection de logique.
et résolution des problèmes. Normalement, ça va te demander des efforts, mais tu seras capable de te raisonner et de te dire « je passe à la question suivante et je ne rage pas ». Et enfin, dans le 4e niveau, ça te viendrait même plus à l'idée de t'acharner sur une question et tu n'as aucun problème à te balader librement entre les questions et te montrer sous ton meilleur jour. Et enfin, un dernier exemple, je crois que je t'ai dit que j'en mettrais 5, mais finalement je vais juste en faire un 4e parce que je pense que c'est assez clair, c'est par exemple la rédaction. En général, quand t'es au collège ou au lycée, t'es sûrement au niveau 1, incompétence inconsciente. Parce que, à moins que t'aies vraiment un bon professeur de mathématiques, la rédaction en général elle est très peu pénalisée, et d'ailleurs au baccalauréat ça compte vraiment pour du beurre. Personnellement, c'est quand je suis passé en classe préparatoire que je suis passé au niveau 2, au stade de l'incompétence consciente, où je me suis vraiment rendu compte que j'étais très mauvais là-dessus. Ensuite, je me suis mis à travailler, et je suis passé au niveau 3 de la compétence consciente. Et maintenant, quand je tape les solutions de devoirs surveillés, c'est plutôt dans le stade de la compétence inconsciente, c'est-à-dire que je sais très bien quel connecteur logique il faut que j'emploie, quel argument il faut que j'emploie pour que ça soit le plus clair possible, et ainsi de suite. Et justement, je te mets en garde ici, face à une faille mentale, justement, que certains de mes élèves ont pu employer par le passé, c'est des gens qui étaient capables de se dire « je sais très bien comment rédiger, mais je le ferai juste le jour du DS ». En fait, ça veut dire « je suis au stade numéro 3, compétence consciente, et je sais que je serai capable de mettre ça en compétence consciente le jour du DS. » Sauf que comme on va le voir, ce qui est très intéressant, c'est de t'exercer assez à rédiger pour pouvoir passer au niveau 4, à compétence inconsciente. Et de cette manière, ça te demandera pas d'effort de rédiger. Et tu pourras consacrer l'essentiel de ta puissance cérébrale sur les mathématiques elles-mêmes et non pas sur la rédaction. C'est pour ça notamment qu'on propose en tant que professeur des devoirs maison pour que tu puisses te consacrer principalement à la rédaction en temps non limité pour te décharger justement de ça lors des devoirs surveillés. Alors je trouve ce modèle assez pertinent et adaptable quel que soit le domaine d'études. Je t'invite à l'éprouver sur les différents domaines de compétences que tu as, qu'ils soient mathématiques ou pas, ce qui peut être très utile, et donc juste en mathématiques, par exemple, ça peut te servir pour savoir si tu es à l'aise sur un chapitre donné. Tu peux essayer de classer les propositions, les théorèmes, les exemples de cours, selon ces niveaux de compétences pour savoir exactement quels sont tes points faibles. En général, tu le sais, mais ça peut être intéressant juste d'éprouver le modèle que je viens de te donner sur un chapitre donné pour voir combien t'as de numéro 2, combien t'as de numéro 3 et combien t'as de numéro 4. Alors le point principal qu'il faut vraiment avoir à l'esprit, c'est que la fatigue et les émotions vont influencer grandement ces stades d'apprentissage, en causant des régressions temporaires. On a tous en tête les erreurs de calcul plus ou moins débiles qu'on a pu faire en colle, qu'on a pu faire en devoir surveiller dans un état de fatigue, et en fait ce qui se passe à ce moment-là, c'est que les compétences dégringolent en bas de l'échelle et se retrouvent même à être de l'incompétence inconsciente. C'est-à-dire qu'on se rend même plus compte de ses propres erreurs. Et donc autrement dit, le classement des compétences selon cette échelle prend en compte plusieurs paramètres. Donc on a vu qu'il prenait en compte la fatigue, qu'il prenait en compte les émotions. Et ça, on va justement en reparler dans la prochaine émission, où je te parlerai justement de l'influence des émotions. La deuxième chose, une remarque aussi très importante, c'est qu'on peut se douter que le registre le plus fragile, c'est celui de la compétence consciente. Et ça, j'en ai déjà parlé dans le podcast numéro 6, dans la partie où je parlais de cercle d'acquisition. En fait, la compétence consciente rassemble toutes les choses que tu es capable de faire en mobilisant une grande partie de tes ressources. Et tu peux imaginer que quand il y a du stress qui va arriver, tu vas pas forcément tourner à 100%, tu vas peut-être tourner à 80%, à 60%, à 50%, et cette compétence consciente-là que tu avais, tu vas pas forcément être capable de la reproduire. Donc c'est vraiment très important, je vais t'en parler dans quelques instants, de faire passer les compétences du niveau 3, compétence consciente, au niveau 4, compétence inconsciente. Parce qu'un automatisme, c'est quand même très rare de le perdre sous le coup du stress. Une troisième chose, c'est que le découpage, il est assez grossier, parce que tu vas me dire, il y a certaines compétences, je sais même pas les classer entre niveau 2 et 3, entre niveau 3 et 4, parce que c'est à peu près entre les deux. Mais en fait, c'est pas très très grave. Tu peux mettre 2,5, 3,5 si tu veux. L'idée, c'est juste de pouvoir modifier déjà une certaine perception de l'apprentissage. Parce qu'il y a pas mal de personnes que je connais, élèves ou amis ou collègues, des tas de gens, qui vivent très mal le passage de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente. Alors que pourtant, selon mon modèle, c'est le passage du niveau 1 au niveau 2. Alors ça, c'est quelque chose qui est très connu dans la sagesse populaire. T'entends des phrases comme « plus j'apprends, plus je me rends compte que je suis ignorant ». Eh bien, c'est ça que traduit le modèle. C'est que c'est la première étape vers la connaissance de se rendre compte qu'on ignore quelque chose. Alors bien sûr, il n'y a pas que ce modèle, parce que tu vas me dire, ça c'est un modèle. Je vais te donner un deuxième modèle, que je vais pas utiliser, mais selon lequel ça constitue une régression. Par exemple, tu peux imaginer que quand tu te rends compte que tu es ignorant sur quelque chose, eh bien la proportion de choses que tu maîtrises consciemment vient de diminuer. Et ça constitue une régression. Mais ça, c'est pas le modèle que je te propose.
je te propose une autre manière de voir la chose pour interpréter cette évolution comme une progression. On retrouve encore ici le thème du choix et du choix de perception des choses qui arrivent dans ton esprit. Et enfin, une dernière chose sur ces niveaux de conscience, c'est que ce modèle n'explique pas comment progresser, contrairement aux deux autres modèles que je vais te présenter, mais ça donne juste un moyen d'évaluer ta progression. C'est un moyen pour toi de repérer là où tu en es aujourd'hui, et c'est vraiment comme ça que je t'invite à t'en servir. Le deuxième point dont je vais te parler, le deuxième modèle d'apprentissage, c'est la notion de spectre de progression. Alors là c'est pareil, il y a le mot spectre, mais faut pas s'inquiéter, je vais pas te demander de faire brûler de la sauge et d'interpréter les signes que tu pourrais voir dans la fumée. On va garder ça pour d'autres occasions. Ici je vais te donner un exemple très simple pour commencer ce modèle-là. C'est que parfois, tu vas avoir l'impression que malgré beaucoup de travail, tu as fait un grand pas en arrière. Tu as forcément eu cette sensation à un moment de tellement travailler que tu sais même plus ce que tu sais faire ou ce que tu sais plus faire. Et je te conseille alors de revenir à ce concept de spectre de progression, parce que je vais t'expliquer ici dans quelques instants ce qui a pu se passer. Alors la première idée, pour expliquer ce concept de spectre de progression, c'est de noter la qualité de chaque décision importante que tu vas prendre. Par exemple, lors d'un devoir surveillé en mathématiques. Alors là, c'est un peu l'échelle de Perceval, si tu connais la série Kaamelott, c'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 10, de 1 à 3, ta décision est mauvaise, de 4 à 7, elle est solide, et de 8 à 10, elle est excellente. Et le but, pour toi, c'est de faire augmenter globalement la qualité de tes décisions. Alors je vais t'expliquer un peu comment on sert de cette échelle-là. La première chose, c'est qu'il est impossible de ne prendre que d'excellentes décisions. La deuxième chose, c'est que ça dépend vraiment de toi. C'est-à-dire que ce que fait un de mes élèves, ça peut être une excellente décision. Mais si c'était moi qui avais pris cette décision, ça pourrait être une très mauvaise décision. Par exemple, en algèbre linéaire, mes élèves ne connaissent que certains concepts, et peut-être qu'ils prennent 2 pages à résoudre une question que moi j'aurais pu résoudre en 5 lignes en disant un concept plus avancé. Donc en fonction de la personne, la décision ne va pas être notée de la même manière. Alors pour aller encore plus loin, même juste pour toi, tu vas pouvoir noter une décision de 2 manières différentes en fonction du contexte, en fonction du temps. Par exemple, si tu as des intégrales de fonctions trigonométriques et que tu te sens bien la double intégration par partie des familles, genre intégrale de Wallis, tu peux te dire, je suis super content, j'ai réussi en 2 pages à calculer une intégrale. Et là, tu vas pouvoir te noter genre 8 sur 10. Sauf que ton professeur va peut-être te dire ensuite qu'il suffisait de linéariser ton polynôme trigonométrique et que tu aurais pu réussir à calculer la même primitive en moins de temps, en beaucoup moins de temps. Et du coup, à partir de là, une fois que tu as cette information, ce que tu avais noté 8 sur 10, à raison, deviendra peut-être un 3 sur 10, parce que tu sais très bien à présent qu'il y a une autre manière de faire. Alors l'idée principale de ce spectre de progression de cette première partie, c'est juste de t'observer en train de faire. Et là on rejoint vraiment l'idée du journal de bord, que je prodigue vraiment en mathématiques pour noter tes questions. Tu peux aussi avoir un journal de bord pour noter là où tu prends tes pires décisions, là où tu prends tes décisions solides, et là où tu prends tes meilleures décisions. C'est très instructif. Par exemple, si tu as l'habitude de faire des erreurs de calcul en mathématiques, tu devrais vraiment noter à quels endroits tu as fait les pires erreurs et qu'est-ce qui avait causé ça, quel était le contexte. Est-ce que c'était dans un énoncé où tu avais l'impression que c'était difficile? Est-ce que c'était au contraire dans un énoncé où tu as l'impression que c'était très facile et tu avais envie d'aller vite? Et c'est vraiment très productif de garder une trace justement de la qualité de ces décisions. Au-delà de la simple prise de conscience, de la variété, de la qualité des décisions que tu vas pouvoir prendre. Donc si je résume, cette échelle te permet d'identifier quelles sont tes compétences fortes et compétences faibles du moment. Et si j'utilise le concept de niveau de conscience, le concept précédent, le modèle d'apprentissage précédent, eh bien en fait cette échelle, elle va s'étaler à cheval sur ton incompétence consciente, le niveau 2, et ta compétence consciente, le niveau 3. Parce que le niveau 1, l'incompétence inconsciente, comme son nom l'indique, tu vas même pas être capable de le voir, donc tu vas tout simplement ne pas le prendre en compte. Et enfin, le niveau 4, probablement que tu vas même pas le noter. C'est-à-dire que tu vas pas te mettre un 10 sur 10 parce que tu as réussi à réduire 2 fractions au même dénominateur. Et donc la deuxième partie de ce spectre de progression, c'est comment faire pour progresser. Et bien en fait, ça vient d'un mouvement alternatif. D'un côté, tu vas chercher à développer une compétence forte pour la faire passer de la compétence consciente vers la compétence inconsciente, que tu représenteras plus sur l'échelle, comme on vient de le dire. Et du coup, il va te falloir de moins en moins d'efforts pour parvenir à un même résultat. Et ensuite, la deuxième étape, c'est d'avancer en faisant passer l'incompétence consciente à la compétence consciente. Autrement dit, avec les nombres, c'est beaucoup plus simple à comprendre comme on dit des mathématiciens. Le but, c'est de faire du niveau 3 vers le niveau 4, puis du niveau 2 vers le niveau 3, et en boucle, ainsi de suite. Alors je te donne un exemple très simple, mathématique. Par exemple, quand tu commences à diagonaliser,
tu peux avoir des problèmes techniques pour calculer un déterminant ou pour réaliser un pivot de Gauss en fonction de la filière dans laquelle tu es. Ça te demande de la compétence consciente. Tu vas essayer de le faire passer dans compétence inconsciente. Et une fois que tu auras réussi à te débarrasser de la partie technique du calcul, que ça sera juste quelque chose à faire formellement et que tu n'auras plus vraiment de concentration nécessaire pour faire ça, tu pourras étudier plus en profondeur la diagonalisation et ses différents raffinements. Mais tant que tu es bloqué par la technique, ça devient très difficile, ou du moins contre-productif à mon avis, d'essayer d'avancer plus encore dans les raffinements d'un concept donné. Alors cette alternance ici, niveau 2, niveau 3, niveau 3, niveau 4, etc., c'est souvent ce que je propose quand on me demande qu'est-ce que je dois réviser ou qu'est-ce que je dois faire comme exercice sur la feuille de TD. Soit je réponds les exercices qu'on a vus dans un exemple de cours et où t'as vraiment l'impression que tu saurais pas faire du tout. Ça c'est pour passer de niveau 2 à niveau 3. Ou alors je réponds tes exercices préférés. Et ça c'est passer de niveau 3 à niveau 4 en général. Et donc je propose de faire ça en alternance. Et donc déjà un premier argument, parce que déjà tu peux te dire est-ce que c'est censé comme modèle de progression ? Eh bien un premier argument c'est que ce genre de pratique c'est très bon pour le moral, parce que tu vas alterner entre des choses que tu connais pas et des choses que tu vas connaître de mieux en mieux, au lieu de faire que l'un ou que l'autre. Alors justement ces deux failles mentales dont je vais te parler brièvement, c'est que si tu travailles que tes meilleures compétences, tu vas accumuler d'énormes lacunes qui vont finir par peser sur tes notes et sur ton moral, à moins que ça soit décidé et que ça soit un choix conscient. Et ce genre de travail mental, ce genre de thème, j'en ai déjà parlé, par exemple dans l'émission numéro 38, la place de l'ignorance dans l'apprentissage. Donc ça, par exemple, ça peut être une faille mentale de voir que tu as un rapport difficile avec le niveau incompétence consciente. Alors peut y avoir plein de causes et c'est vraiment à toi de fouiller. Est-ce que tu auras envie de tout maîtriser rapidement ? Est-ce que c'est la pression des notes qui fait ça ? Il y a vraiment plein de solutions et on va vraiment essayer de développer ça plus en profondeur dans la 4e émission de cette série-là. À l'extrême inverse, si tu travailles que les compétences faibles, tu vas accumuler énormément de connaissances dans la rubrique compétences conscientes, c'est-à-dire le niveau 3. Et ça c'est très risqué. Et en fait c'est très fréquent malheureusement. Parce que du coup il faut des efforts mentaux considérables pour penser à tous ces nouveaux concepts appris et non maîtrisés. Alors c'est normal quand t'es en classe préparatoire, si t'es en classe préparatoire ou même à l'université, quand t'apprends beaucoup de choses à la fois, tu vas forcément avoir beaucoup de compétences conscientes. Mais il faut vraiment essayer de les travailler et de les faire passer au niveau 4. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu vas peut-être voir ressurgir des anciennes erreurs de base qui vont te faire penser à une non-progression. Et c'est de ça dont je te parlais au début du deuxième point. Tu vas même penser que t'as régressé, en fait, à force de travailler. Et en fait, c'est encore pire dans une situation de fatigue ou de stress. N'oublie pas que les niveaux varient en fonction de la fatigue et du stress. Et en fait, le remède, il est très simple. C'est le moment où il faut arrêter d'ajouter des nouvelles choses, et il faut essayer de faire passer les choses du niveau 3 au niveau 4, en attendant de libérer de l'espace de cerveau, éventuellement avec des marches aléatoires pour solidifier un peu tout ça, mais il faut vraiment se concentrer sur ce passage du niveau 3 au niveau 4, et pas essayer de continuer de passer du niveau 2 au niveau 3. Alors ça c'est justement ce que j'ai proposé à certains de mes élèves de 2e année, je propose à certains des impasses en me disant qu'ils ont déjà beaucoup trop de compétences conscientes pour vouloir en rajouter encore. Et comme je commence à voir des régressions dans les calculs ou dans les erreurs de base, eh bien justement je leur dis on va arrêter de rajouter des nouvelles choses et on va plutôt essayer de libérer de l'espace. Ça fera de meilleures notes au concours et ça fera aussi un meilleur moral. Donc en résumé, sur ce deuxième concept, l'idée c'est de jamais trop éloigner tes meilleures et tes pires compétences sur un domaine d'études donné. Parce que du coup, le passage de certaines compétences conscientes vers les compétences inconscientes va libérer de l'énergie pour apprendre de nouvelles choses. Et tu vas un peu avancer comme une chenille. L'avant, puis l'arrière, puis l'avant, puis l'arrière, puis l'avant, puis l'arrière, et ainsi de suite. Alors comme je m'aperçois que l'enregistrement est assez long, je vais te faire un petit résumé juste des 2 premiers concepts. Ce que j'ai dit depuis le début, en résumé, c'est que tu peux jauger du degré d'acquisition d'une notion selon les 4 niveaux de compétences, qu'on a numérotés de 1 à 4. Et le modèle de progression que je te suggère ici, c'est de travailler le passage du niveau 2 au niveau 3, puis le passage du niveau 3 au niveau 4, et cela alternativement. Tout en sachant que niveau 1, niveau 2, de toute façon ça va se faire tout seul, puisqu'il suffit d'ouvrir un livre de mathématiques pour t'apercevoir qu'il y a des tas de choses que tu ignores. Et pour prendre conscience vraiment des choses qui sont importantes, eh bien je te conseille d'utiliser cette fameuse échelle de 1 à 10, où tu auras noté la pertinence des différentes décisions que tu auras pu prendre, par exemple en colle, ou par exemple en devoir surveiller. Le 3e modèle que je vais te proposer, c'est l'apprentissage cyclique. Alors ça c'est beaucoup plus facile parce que j'en ai déjà parlé beaucoup de fois dans les émissions du podcast, c'est que l'évolution, en mathématiques, mais aussi dans le travail mental, va s'inscrire dans un travail cyclique que l'on peut présenter comme ça.
Première étape, préparation, échauffement. Deuxième étape, la performance. Troisième étape, évaluation de cette performance. Et quatrième étape, analyse en profondeur et travail approprié pour améliorer la prochaine performance. Alors c'est quelque chose que tu vas déjà retrouver en mettant bout à bout les émissions précédentes, j'en ai parlé quand j'ai parlé d'échecs, quand j'ai parlé de poker, mais aussi dans les émissions du manuel. Ici je vais essayer de faire un peu une synthèse de ce troisième modèle d'apprentissage cyclique. Alors je vais me placer ici dans le cadre d'un devoir surveillé, parce que ce soit en mathématiques ou que ce soit en travail mental, je pense que c'est un bon cadre pour illustrer les concepts qu'on vient de voir. Dans la première étape, échauffement, l'idée c'est de revoir les objectifs que tu t'es fixés pour ce devoir surveillé, de revoir la liste de tes erreurs fréquentes, de revoir ta stratégie mentale, c'est ce qu'on va voir dans la 4e émission. Utiliser tes techniques de respiration si tu veux et de concentration. Tu peux écouter une musique qui te met dans un bon état. Tu peux aussi t'enregistrer pour avoir une idée de ton état mental avant l'évaluation que tu pourras réécouter ensuite. Tout ça c'est des idées que je te donne dans ton échauffement. Et tu peux en piocher quelques-unes, tu peux en rajouter quelques-unes de ton invention. Pour moi tout ça, ça précède la performance. Ensuite, lors de la performance, l'idée principale c'est vraiment de rester dans le présent. Peut-être que tu as pris une mauvaise décision à un moment donné, à la question précédente, et tu peux le prendre en note sur ta copie. Tu peux noter justement ta décision, 3 sur 10, j'ai mal lu l'énoncé à cet endroit-là. Ça c'est très intéressant parce que, encore une fois, ça va donner l'occasion d'analyser ça une fois que tu auras terminé ton devoir surveillé. Donc tu peux le prendre en note, tu te dis c'est pas quelque chose que j'ai perdu, mais maintenant c'est la question suivante qu'il faut traiter. Donc n'essaye pas d'analyser pourquoi tu viens de passer 30 minutes à essayer de trouver une solution à une question où il y avait la réponse dans l'énoncé un peu plus loin. Tu auras tout ton temps après de rager si ça t'amuse, mais sur le moment, tu dois continuer à être performant. Ensuite, la 3e étape, c'est l'évaluation. Alors pour moi, c'est les minutes qui suivent immédiatement la fin du devoir surveillé, et j'en ai déjà parlé là aussi. Pour moi, c'est une opportunité énorme d'obtenir une vision d'ensemble de ce qui vient de se passer. Tu peux essayer d'évaluer ton niveau de concentration, ton contrôle des émotions, si je veux rajouter un peu du travail mental, l'amélioration de tes faiblesses, les questions difficiles que tu as réussies, le contrôle du temps. Tu peux justement parler de tes décisions difficiles, de ta lecture de l'énoncé, est-ce qu'elle a été productive, improductive, pourquoi. Tu peux te demander si tu as réussi à accomplir les objectifs que tu t'es fixés dans la préparation. Tu peux te demander si tu as progressé dans les domaines en cours de travail. Et surtout, la meilleure idée de tout ça, c'est que je te conseille de t'enregistrer en parlant de tout ça. De faire ton bilan après le devoir surveillé, de voir dans quel état tu étais. Alors bien entendu, tu n'es pas obligé de faire tout ce que je viens de te dire, et tu peux privilégier juste les domaines de travail du moment. Et enfin, la 4e étape, c'est celle de l'analyse, du travail. Alors pour moi, c'est le travail des mathématiques loin du devoir surveillé. Alors ça va comprendre le travail de la solution du devoir surveillé, par exemple, qui pourra éclairer l'évaluation que tu auras fait juste après le devoir surveillé. C'est là que tu vas comprendre pourquoi tu as une difficulté à telle ou telle question. Est-ce que la mauvaise décision que tu as notée 3 sur 10 lors du devoir surveillé, est-ce que tu aurais pu l'améliorer en fonction des remarques de ton professeur sur telle ou telle question donnée? Et ça a beaucoup plus d'intérêt que juste d'étudier la solution. Si tu prends des notes et même que tu réécoutes ce que tu t'es enregistré avant le DS et après le DS et que juste après tu lis la solution, mais justement tu pourras savoir à quel moment t'as eu peur pour rien, à quel moment t'étais vraiment en train de réussir des questions difficiles, et ça pourra t'aider peut-être à repérer quand tu commences à faire des choses assez techniques, si t'es dans la bonne direction ou pas, par exemple. Et donc cette étape d'analyse et de travail, elle comprend aussi bien entendu le travail de fond sur le cours, les exercices de cours, les marches aléatoires et éventuellement l'utilisation des niveaux de conscience et du spectre de progression pour te repérer dans tes apprentissages. Alors je vais te donner un exemple assez concret pour terminer et pour illustrer ces 4 étapes, c'est que par exemple, on va dire que tu veux travailler ta lecture d'énoncé. Dans l'échauffement, tu vas devoir te dire qu'aujourd'hui, tu veux passer au minimum 20 minutes sur ta lecture d'énoncé et en tirer un profit maximum. Tu peux t'enregistrer en disant « je veux faire ça ». Bien entendu, lors de la performance, tu vas le faire ou pas, mais là justement, l'idée c'est de prendre des notes. À un moment dans la lecture d'énoncé, tu pourras écrire « là j'ai l'impression que c'est tel théorème » ou là je lis l'énoncé mais je comprends absolument rien. Est-ce que ça sert vraiment que je passe 5 minutes à cet endroit-là? Est-ce qu'il y avait vraiment quelque chose à comprendre? C'est là où tu vas te poser les questions et où tu vas les prendre en note. Ensuite, dans l'évaluation, tu vas pouvoir en parler, tu vas pouvoir dire, là j'ai l'impression que j'ai perdu 5 minutes, la prochaine fois j'ai pas envie de faire ça, etc. Au niveau du contrôle émotionnel, justement, si tu avais peur d'employer ces 20 minutes à la lecture d'énoncé, tu pourras parler justement de l'effet que ça a fait dans la suite du devoir. Est-ce que tu t'es senti rassuré, ou est-ce que finalement tu t'es senti en colère parce que tu as eu l'impression que finalement, ça t'avait servi à rien? Et enfin, quand tu verras la solution du devoir surveillé, tu pourras mettre en résonance tous ces éléments-là pour voir si oui ou non tu t'étais trompé, et si oui ou non t'as pris une bonne décision, en décidant de pas lire la 4e partie, où il y avait peut-être, par exemple, une question de cours assez facile que tu n'avais pas vue.
Donc pour conclure, si je résume tout ça, cette émission vise à te fournir quelques moyens de prendre le contrôle sur une partie de tes apprentissages. Bien entendu, t'es pas obligé de connaître ces modèles imparfaits pour progresser, parce qu'en mathématiques, il y a d'autres moyens de te repérer. Mais dans le travail mental que je vais te proposer, il y a vraiment personne qui va te donner des notes sur 20, il y a vraiment personne qui va te dire si tu progresses ou pas, parce qu'il y a que toi qui sais. Et donc j'ai essayé vraiment de te donner des moyens de te repérer là-dedans. Si vraiment il y a un concept qui est pas clair ou que tu ne comprends pas, n'hésite pas à poser des questions. C'est pas forcément évident pour moi de mettre des mots sur ces concepts-là, mais j'espère que les exemples que j'ai pu te donner auront pu t'aider à comprendre de quoi je voulais parler. Et pour terminer, je vais te donner 3 problèmes qu'on peut identifier juste avec l'introduction de ces modèles d'apprentissage. Du premier modèle, en fait, on peut s'apercevoir que le passage de l'incompétence inconsciente à l'incompétence consciente est curieusement mal vécu par beaucoup de personnes, première chose, et que d'autres vont se contenter de la compétence consciente alors qu'il faudrait la pousser vers la compétence inconsciente. Du deuxième modèle, spectre de progression, en fait, on peut s'apercevoir que la progression peut être mal vécue, tout simplement parce que la stratégie de progression choisie n'est pas adéquate, parce que va y avoir une surcharge de compétences conscientes. Et ça, c'est très important de se souvenir de passer de niveau 2, niveau 3, niveau 4, et alternativement de tourner en boucle comme ça, et de pas seulement faire niveau 2, niveau 3, parce qu'au bout d'un moment, c'est plus tenable, et sous le stress, c'est encore moins tenable. Et enfin, du troisième modèle, j'inscris les 2 premiers modèles dans une logique de travail cyclique, responsable, où tu vas t'observer en train de progresser, et à mon sens, ça va vraiment te permettre d'optimiser ta progression. Alors je te reparlerai de ces 3 modèles dans les émissions suivantes, et notamment dans la 4e, où je te donnerai vraiment la stratégie globale pour travailler sur tes failles mentales. Avant cela, dans la prochaine émission, je te parlerai simplement de l'influence des émotions. En attendant, je te souhaite une excellente journée, et je te dis à la prochaine.